Décryptage, l'émission économique, politique et sociale qui va aborder les grands sujets de l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique de demain, on le comptabilise sur 2,5 milliards d'habitants, mais ceci pose également de réels problèmes. Ces problèmes seront abordés à travers des intervenants de qualité qui pourront, chacun dans leur domaine, traiter de l'Afrique en profondeur. Aujourd'hui spécialement, nous aurons avec nous le professeur Michel Courcel, qui est professeur dans de grandes institutions françaises qui forment les cadres africains de demain. Voilà, je vais rencontrer M. Michel Courcel et avec lui, nous allons aborder l'Afrique en profondeur. Nous sommes ravis de vous rencontrer et de vous avoir aujourd'hui avec nous sur C-Direct, cette chaîne qui émet de la France vers les deux Congos. Écoutez, je suis vraiment très honoré et très content d'être avec vous ce soir. Et je suis persuadé qu'on va avoir une discussion intéressante. Monsieur Courcel, allons droit au but. 2,5 milliards d'Africains à l'horizon 2050 selon les informations que nous avons. Aujourd'hui, pour vous, est-ce un avantage ou un inconvénient pour notre continent? Augustin, je dirais déjà qu'aujourd'hui, c'est déjà 1,2 milliard d'habitants. C'est déjà beaucoup. 2050, c'est tout de suite. On arrivera à 2,5 milliards. Mais pensez à la fin du siècle, on en sera probablement à 4 milliards. Donc c'est toute cette évolution qui est à la fois un immense défi pour tout le monde. Où vont se mettre ces gens? Pourra-t-on les nourrir? Mais aussi un énorme espoir si on peut transformer tout ça en dividende de la démocratie. En dividende, je veux dire par là que ça puisse être un atout pour l'Afrique. Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder tout à l'heure, au fur et à mesure. Mais il y a une question essentielle qui me tient à cœur. Quel est le point de départ? Sur quel bouton on peut aujourd'hui appuyer pour que ce développement de l'Afrique, qui est devenu une sorte de marronnier, puisse complètement désormais prendre son essor? Ce n'est pas un bouton, c'est une quantité de boutons, vous savez. Mais le premier bouton, c'est peut-être votre génération. C'est probablement la jeunesse qui est capable de brûler des étapes et d'aller directement à l'essentiel. Il y a beaucoup d'exemples en Afrique de choses qui se passent. Regardez dans le secteur de la télécommunication, l'essor des mobiles, tout ce que ça a entraîné, c'est une révolution incroyable et l'Afrique peut vraiment rattraper son retard. Le tout, c'est qu'elle puisse le faire, qu'elle ne soit pas gênée par tous les obstacles qu'il y a là actuellement. Question essentielle, beaucoup de domaines aujourd'hui où les preuves sont encore à faire pour que ce développement soit réel en Afrique, mais une question me vient, la question de la santé. Est-ce une question centrale aujourd'hui pour l'Afrique? Est-ce qu'autour de la santé, aujourd'hui, l'Afrique peut se construire alors qu'habituellement, on a tendance à aller chercher vers l'éducation, vers les infrastructures, vers l'énergie? C'est intéressant ce que vous me dites là parce qu'en réalité, la santé, ça peut paraître comme un luxe, après tout. On pourrait se dire, eh ben, si les gens sont malades, qu'ils meurent, eh ben, c'est tant pis, c'est la fatalité. Mais non, parce que les problèmes de santé qui sont cruciaux en Afrique, les politiques publiques de santé n'arrivent pas à faire face aux problèmes, mais ils sont gênés par tous les obstacles qu'on retrouve dans l'ensemble de l'Afrique. C'est un problème d'infrastructure, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de mentalité. Et tout ça, si ça s'améliore, la santé s'améliorera, la mortalité ne sera pas ce qu'elle est actuellement, car vous savez qu'elle est scandaleusement haute, la mortalité actuellement. Sachez qu'une femme enceinte, en Afrique, elle a des chances très très sérieuses d'avoir des problèmes peut-être définitifs et fatals avant la fin de sa grossesse, ce qui n'arrive pas dans les milieux européens. Mais tout ça, c'est dû non pas à une chose, c'est dû à un faisceau de problèmes que j'espère on pourra regarder. Et ces problèmes-là, c'est ceux qui se posent à toute l'Afrique. On pourrait commencer par l'infrastructure, par exemple. Comment voulez-vous qu'on puisse traiter une urgence si les routes ne sont pas praticables pour aller au dispensaire ou à l'hôpital où cette femme pourrait être sauvée? Elle va mourir alors qu'en fait, c'est complètement absurde s'il y avait simplement une route praticable. Je l'entends très bien, mais qu'est-ce qui n'a pas été fait depuis longtemps? Parce que la question du développement de l'Afrique ne date pas d'aujourd'hui. L'Afrique a eu tous les noms, pays en développement, pays en voie de développement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'avait pas été fait et qui serait fait pour que tout le monde soit optimiste sur ce développement? On doit être optimiste parce que sinon ça ne sert à rien. Donc on va contempler une catastrophe. C'est vrai que la marée dont on parle, compte tenu
de la démographie en Afrique, ça va être un tsunami qui va s'abattre sur l'Afrique, d'abord, parce qu'il ne faut pas oublier que les migrations, c'est d'abord interne à l'Afrique. Hein. On peut avoir une image absolument catastrophique, mais ça peut aussi permettre de penser qu'on n'a pas le choix, que maintenant, on n'a pas le choix. Il faut absolument arriver à ce que les Africains puissent vivre chez eux. Et ça, la seule idée de se dire qu'on n'a pas le choix, c'est à mon avis un moteur qui fait que ça va bouger. Et vous avez des forces colossales, parce que vous avez une pyramide de la natalité qui est telle qu'il n'y a plus tellement le poids des gens qui sont âgés comme moi si vous voulez. Moi je suis un poids pour les plus jeunes dans mon pays. Mais par contre en Afrique il n'y a plus ce même poids. Et à ce moment-là les jeunes peuvent mieux s'exprimer. Et moi je constate toujours de plus en plus que les jeunes africains sont de plus en plus compétents. Ils arrivent à avoir des formations tout à fait extraordinaires. Je vois qu'au poste de décision, il y a des jeunes qui sont à un rang très élevé de l'administration. Ils n'attendent pas que les anciens soient partis. On les a mis parce qu'ils avaient les compétences. Et ça, je vous assure que ça fait un vrai changement. Je pense que je peux le dire. Vous êtes formateur à Sciences Po Paris et à HEC. Quel est le profil des jeunes africains, les cadres de demain, que vous avez l'habitude de croiser? Et qu'est-ce que vous leur donnez aujourd'hui en termes de formation et qui changerait par rapport aux visions d'hier et par rapport à ceux qui ont été formés déjà en France il y a quelques années? Je ne sais pas si on fait quelque chose de si extraordinaire que ça. Simplement, on s'adresse à des gens qui ne sont pas des gens qui sont en formation initiale de Sciences Po. Hein. Ce sont des gens qui sont déjà à un niveau un peu plus élevé, qui sont des gens qui ont déjà été dans la vie pratique et qui ont ressenti à un moment donné le besoin d'améliorer leurs compétences. Nous, dans le cadre de Sciences Po, on donne une formation qui s'appelle Potentiel Afrique, c'est un Master 2, donc si vous voulez un rang quand même un peu assez élevé, assez exigeant, et ces gens, on n'a pas beaucoup d'ambition autre que leur donner les outils qui leur permettent de prendre les bonnes décisions. C'est ce qu'on fait en un mot, commençant. Hein. On n'essaie pas de leur apprendre ce que c'est que le problème de l'urbanisation, mais on va leur apprendre à réfléchir au problème de l'urbanisation. On va les aider à trouver la bonne problématique et la bonne façon de l'aborder. On va les aider de ce fait à tout naturellement élaborer une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs qui se sont fixés en atteignant les résultats et on leur donnera en plus les outils pour analyser ce qu'ils font pendant que le projet ou la politique est en train d'être appliqué et après pour réfléchir, avoir un retour d'expérience et recommencer en tenant compte des expériences du passé. C'est tout. Donc en fait c'est simple, hein, c'est simple, on leur donne des outils qui leur permettent simplement de ne pas s'égarer et d'aller directement à l'essentiel. Chaque problème a des causes, chaque problème a des conséquences. Le problème de base, c'est de bien analyser tout ça. Décryptage aborde les problèmes de fond liés à l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai envie, lors de cette première émission, brosser de façon assez globale et générale cette dimension. On voit tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y a un faisceau de causes, un faisceau de boutons sur lesquels il faut pousser pour le développement de l'Afrique. Mais j'ai envie plus particulièrement d'aborder cette question essentielle qui est le cœur du développement même. Quand on regarde les vieux pays, les vieux continents comme l'Europe, comme l'Amérique, même si celui-ci n'est pas aussi vieux à la dimension des autres, on voit qu'il y a une prospective. Les gens regardent devant. Que serons-nous quand Donald Trump arrive dans le bureau ovale? Il trouve sur son bureau un bouquin qui s'appelle « Le monde en 2035 ». Comment percevez-vous l'Afrique en 2035? 2035, c'est déjà tout de suite. Moi, j'essaie de réfléchir à l'Afrique en 2035, c'est sûr, mais j'essaie aussi de réfléchir à l'Afrique à la fin du siècle, ouais. C'est-à-dire en 2100. Et j'essaie de voir un peu où il faut aller. C'est le principe même d'une stratégie, c'est de savoir se fixer un objectif par rapport à une problématique. Je pourrais être totalement négatif, c'est très facile de dire que le tsunami de la natalité, de ces populations qui vont envahir d'abord l'Afrique et ensuite le monde entier est une catastrophe. C'est facile de dire qu'à la fin du siècle, il n'y aura plus, et plus du tout, de réserve en Afrique, tout simplement parce que la pression de la population sera telle qu'il n'y aura plus de terre pour avoir des réserves. On peut considérer que c'est une catastrophe. Hein. C'est vrai que c'est une catastrophe, c'est une réalité. Il faut en tenir compte. Il faut voir, il faut réfléchir à tout ça, voir comment on peut avoir une image correcte de ce qui va se passer.
Mais vous savez, je ne suis pas très pessimiste. Vous parlez à l'instant de prospective. Ce qui manque actuellement, c'est qu'on ne fait pas assez de prospective sur l'Afrique. Il y a quelques années, il y avait une étude formidable qui avait mis l'accent sur le problème de l'urbanisation en Afrique de l'Ouest. Elle s'appelait WALPS. WALPS, ça veut dire West Africa Long Term Prospective Study. C'était en fait une étude prospective de ce qu'allaient être les villes en Afrique. Et l'horizon était 2020. Et quand on regarde aujourd'hui cette étude, on s'aperçoit qu'ils ne se sont pas trompés. Donc déjà, ils avaient dit des choses qui semblaient absolument choquantes dans les années 2000 et qui en fait sont avérées être une réalité. C'est ça qui manque. Et j'espère franchement que l'OCDE et le Club du Sahel qui avait à l'époque lancé cette étude vont pouvoir, sur ce même thème, pouvoir la développer jusqu'en 2035 déjà et aller un petit peu plus loin pour voir ce que seront les villes. Et ça, c'est un problème clé, vous voyez, parce que aujourd'hui, en Afrique, la population, en moyenne, 62% je crois, de la population africaine vit encore dans les campagnes. Mais il y a des pays où déjà, il y a plus d'urbains que de ruraux. Et ce n'est pas les moindres, c'est des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est des pays comme le Congo, le Cameroun, tout ça. Déjà, ça s'est fait. Le Ghana qui est un des pays les plus développés, le passage a été fait. Les villes, ce n'est pas un petit sujet, c'est un sujet essentiel. Ça a des conséquences à tout point de vue. Ça a des conséquences générales sur la structure des mentalités. Vous comprenez bien que l'Afrique traditionnelle, qui vit à la base de solidarité familiale, ethnique, villageoise, là, en ville, c'est plus pareil. Vous comprenez bien que avoir des enfants en milieu rural, à cette époque-là, c'était avoir une richesse, parce que les enfants pouvaient travailler au champ. Elles pouvaient être une source de revenus. Mais en ville, c'est une source de dépenses, et c'est tout. Donc, à cause de ça, les mentalités vont changer. Ensuite, la famille élargie, eh ben, c'est pas possible en ville. On ne peut pas avoir autant de monde que qu'on l'avait dans le milieu rural. Donc ça va se réduire de plus en plus à la famille nucléaire, c'est-à-dire les parents, les enfants. Et ça, c'est une tendance profonde et lourde qui change beaucoup de choses. Et ces villes, il faut les nourrir. Comment on va les nourrir? Les politiques agricoles, encore actuellement, on fait soit des produits de rente, on appelle les produits de rente, donc d'exportation, hein, soit des produits vivriers, mais c'est limité à quelques trucs qui peuvent se conserver. Donc à chaque fois, c'est traditionnel, on fait du manioc, des choses comme ça. Mais on ne développe pas d'autres cultures vivrières. Et ce qui permet de nourrir les familles, on ne s'en occupe pas, parce que c'est de l'autosuffisance alimentaire. C'est confié aux femmes, hein, les hommes, comme par hasard, s'en occupent pas. C'est les femmes et les vieillards. Et on s'aperçoit que cette agriculture de subsistance, maintenant, elle n'est plus possible. Elle est plus possible parce qu'en ville, on ne peut pas vivre comme ça. Comment est-ce que la femme va s'occuper de cultiver en ville? C'est même pas pensable. Et il faut quand même nourrir. Donc c'est toute une problématique qui part comme ça. Et la conséquence, c'est la conséquence directe de l'urbanisation qui entraîne, qu'on le veuille ou non, ces changements. Mais c'est bien, parce que ça force aux gens à réfléchir. Monsieur Courcel, je vous inviterai à me suivre. On va aller s'asseoir et aborder une question essentielle, une question qui me tient à cœur, la question de l'économie informelle. Il y a aujourd'hui les détracteurs du secteur informel et ceux qui pensent, dans le cas contraire, que l'informel aujourd'hui est porteur pour le secteur informel est porteur pour le développement de l'Afrique. Ceux qui sont favorables à ce que le secteur informel demeure, donnent comme argument le fait que ce soit un secteur dynamique. A contrario, on pense que c'est autant de richesses de perdues directement pour l'État qui préempte et qui après redistribue. Entre les uns et les autres se trouve forcément un milieu, ce juste milieu. Oui. Jusqu'où peut-on aller pour ceux qui sont pour l'informel et jusqu'où peut-on aller dans l'autre cas sans aller dans les deux extrêmes? Oui. D'abord, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Le prédateur dans tout ce système, vu par les opérateurs économiques quels qu'ils soient, c'est l'État. On reste dans l'informel parce qu'on ne veut surtout pas franchir le pas et être tout d'un coup victime de l'État qui ne pense qu'à une chose, vu par les secteurs informels, c'est aller plumer. Ils sont déjà dans un système de survie où ils ont du mal à joindre les deux bouts, à renouveler leur matériel, à pouvoir vivre normalement. Et tant que c'est comme ça, ils ont plutôt tendance à rester dans cet état-là qui les protège, en quelque sorte. Mais vous savez,
Je vous ai dit tout de suite que le secteur informel, c'était une richesse incroyable. Il faut au moins le reconnaître que sans ça, il n'y aurait pas d'emploi, il n'y aurait plus rien. Je vais vous citer un exemple. Il y a, en Côte d'Ivoire, après les problèmes récents, il a fallu, et ça a été la même chose au Mali, il a fallu recaser les combattants qui étaient désarmés. Les grandes agences de coopération ont essayé de mettre en place des programmes et ont pensé tout naïvement que les grandes sociétés se feraient un plaisir d'absorber tous ces gens-là. Le problème, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc une grande société pouvait peut-être en prendre 10, 15, mais ce n'était pas à l'échelle du problème du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, en désespoir de cause, il y a eu des gens assez intelligents pour comprendre qu'il fallait passer par ce secteur dit informel. Qu'est-ce que c'est le secteur informel? Ils l'ont regardé comme il est. C'est un secteur de petites entreprises qui sont quelquefois des entreprises individuelles. Chez nous, ça existe, on ne les jette pas à la poubelle. Bon, ils sont allés les voir avec cet esprit à peu près franchement coopératif. Et ils ont dit à ces gens-là, on a un problème, on voudrait bien développer les emplois, est-ce que vous pourriez vous embaucher des gens? Les gens ont dit non mais moi je veux bien, je suis menuisier mais j'ai pas les scies qu'il faut, je ne peux pas les faire travailler. On a dit bon mais si on vous aidait à avoir un matériel plus performant, plus récent, est-ce que vous auriez le marché? Les gens ont dit bien sûr, on est en ville, il y a le marché. On serait bien heureux et oui on embaucherait sans aucun problème. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'il y a des projets actuellement en particulier qui sont faits par des Français qui marchent parfaitement bien. Je ne finirai pas cette émission, Monsieur Courcel, sans vous soumettre à un exercice. Et nous allons fermer les yeux. I have a dream. Et vous allez me dire comment vous voyez l'Afrique en 2050. Monsieur Courcel, en 2050, l'Afrique lancerait-elle sa fusée? L'Afrique lance déjà ses satellites. Alors je dirais oui. Je vous signale que l'Afrique lance déjà ses propres satellites. Il y a une association qui s'appelle AASO, qui est une association ouest-africaine qui s'occupe des industries aéronautiques et spatiales. Et on s'aperçoit qu'il y a des drones, il y a des choses formidables qui se passent dans le domaine de l'aéronautique. Alors pourquoi pas sa propre fusée? Je ne dis pas qu'ils vont la construire, mais qu'ils en lancent une, oui. En 2050, un pays africain parmi le top 10 des pays les plus développés au monde. Vous allez être surpris, mais je vais vous dire le Nigeria. Pourquoi? Parce que le Nigeria, alors là, sa croissance de la population, elle est énorme. Elle est gigantesque et en 2050, elle sera déjà importante, mais à la fin du siècle, elle sera encore plus importante. On peut penser que ce sera environ la 4e puissance mondiale, le Nigeria. Je pèse mes mots. Et le Nigeria, si c'est la 4e puissance mondiale, ça, en nombre d'habitants, en ressources, parce que vous savez qu'il y a des ressources au Nigeria, en ressources, ça va être un poids politique aussi, parce qu'il y a une règle simple, c'est que si vous avez un poids économique, vous avez un poids politique. En 2050, d'ici 2050, qu'est-ce que l'Afrique aura de plus que les autres pays du monde si on met de côté, bien évidemment, la population, donc la démographie et les matières premières? Elle aura une force jeune au travail, quand les autres parties du monde vont plutôt avoir des populations anciennes. Les populations anciennes, elles cherchent d'abord, les gens âgés, ils cherchent d'abord à se protéger, à protéger leurs enfants, mais ils ont un réflexe qui est plutôt de protection, de conservatisme, qu'on le veuille ou non. Alors que les populations jeunes, elles ont le couteau sous la gorge, spécialement en Afrique, et il faut qu'elles réussissent à créer les conditions d'abord de survie, puis de vie. On pense même pas, c'est même pas les conditions de faire de fortune, c'est pas le sujet. La plupart des jeunes, ils pensent déjà au vrai problème qui est 1 de survivre, 2 ensuite de vivre. Et c'est ça leur force. Le potentiel est là et il faudrait tout simplement maintenant mettre ça en œuvre, travailler ce potentiel afin que ça devienne quelque chose de réalisable. Le développement de l'Afrique, on ne pourra plus en faire l'économie. Nous reviendrons vers vous la semaine prochaine avec d'autres invités, avec d'autres concepts. Nous allons aborder l'Afrique, comme je l'avais dit au départ, point par point, continent, pays par pays, aborder les réalités de l'Afrique sur le plan politique, économique et social. Les programmes continuent sur CDirect.